C'est notre rendez-vous du week-end, d'une semaine dans le monde, l'actualité vue par nos éditorialistes et chroniqueurs qui nous accompagnent ce soir sur ce plateau. Sarah Daniel, grand reporter au Nouvel Obs, Alain Guillemol, journaliste en charge de l'Union européenne à la Croix, Patricia Alimonière, spécialiste des questions internationales, autrice de l'essai géopolitique du Sahel aux éditions Presse universitaire de France, et enfin Truand, dessinateur, membre de Cartooning for Peace. Bonsoir à tous les quatre, bienvenue dans cette édition spéciale d'une semaine dans le monde consacrée au conflit au Moyen-Orient. D'abord, quel bilan après 7 jours de guerre dans la région? Quels objectifs ont été atteints du côté américain et israélien? Et quels enseignements tirés sur le plan stratégique? Téhéran ne lâche rien, se dit prêt à contrer une invasion terrestre. Comment peut évoluer le conflit dans les prochains jours? C'est l'une des questions que nous nous poserons. Une guerre qui, depuis lundi, s'est étendue au Liban. Les frappes aériennes sur la banlieue sud de Beyrouth se multiplient. Bientôt, le sud du pays ressemblera à Khan Younes dans la bande de Gaza. Selon le ministre israélien des Finances, et c'est un scénario gazaoui qui se profile pour le sud du Liban. On tentera de comprendre ce qui se joue avec nos invités. Enfin, quel rôle pour la France dans cette guerre? Le chef d'état-major des armées françaises a été dépêché à Beyrouth hier. Emmanuel Macron a lancé une médiation entre le Liban et Israël. Le chef de l'État qui s'est exprimé tout à l'heure sur Instagram: la France ne fait pas la guerre au Moyen-Orient et ne va pas s'y engager. Ce sont ses mots. Alors comment les interpréter? Nous verrons avec nos invités ce qu'il en est. 7e jour de guerre au Moyen-Orient et le rouleau compresseur israélo-américain continue de se déployer sur Téhéran. Il n'y aura aucun accord avec l'Iran sauf une capitulation inconditionnelle. Ce sont les mots de Donald Trump cet après-midi sur son réseau social. Une détermination à toute épreuve également du côté iranien. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères du pays. Nous les attendons. Vous attendez que l'armée américaine envahisse le pays avec des troupes au sol? Oui, car nous sommes convaincus que nous pouvons les affronter et que cela serait une catastrophe pour eux. Voilà, inflexibilité de toutes parts donc, et même durcissement du côté israélien avec l'armée qui a annoncé hier entamer une nouvelle phase dans le conflit. Patricia Alimonière, est-ce qu'on assiste à un tournant dans la guerre 7 jours après le début des hostilités? Alors, dans les paroles, dans le verbatim, on assiste simplement à de l'affichage. C'est-à-dire chaque camp campe sur une inflexibilité. Rien ne nous dit que par derrière, et on peut même en être certain, il y a des courroies de transmission, puisque d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères avait parlé il n'y a pas très longtemps avec des Américains. Donc, si vous voulez, au téléphone, quoi, carrément. Donc, il y a ce qui est dit dans les mots, et puis il y a ce qui se passe sur le terrain. Et puis, ce qui se passe sur le terrain, on continue le tapis de bombe. Alors, effectivement, vous faites état d'une deuxième phase dans la guerre. Effectivement, annoncée par Israël. Effectivement, dans un premier temps, on a tous assisté à ça autour de cette table, pratiquement. Dans un premier temps, on tire des missiles, parfois loin, parce que le ciel n'est pas complètement dégagé, et donc on ne va pas envoyer des avions se balader dans le ciel iranien qui pourraient se faire descendre par d'autres missiles de protection solaire. Donc les navires, par exemple, tirent des Tomahawks, donc on est très loin, etc., où les avions se mettent en périphérie et tirent. Bon, ça, c'était la première phase qui a été lourde de conséquences, on l'a vu. Et là, les Israéliens estiment, et les Américains d'ailleurs, parce qu'il y a eu une grande déclaration du chef d'état-major de l'armée américaine il y a, ne serait-ce qu'hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement, qui a annoncé que maintenant, eh bien, ils allaient passer, comme le ciel était dégagé, ils allaient passer effectivement une deuxième phase en envoyant leurs avions B-2 ou B-52, ces énormes, on pourrait dire presque des autobus de l'air chargés de bombes, et ils lâchent les bombes directement au-dessus de la cible. Simplement, ça fait beaucoup de victimes aussi collatérales. On a bien vu les bombes d'une tonne, ce qu'elles font à Gaza, par exemple. Effectivement, on peut dire qu'il y a des victimes qui sont collatérales, même si... et parce que là, on n'annonce pas... en plus, on ne demande pas aux gens de quitter leur domicile si on a une cible qui est jugée importante, etc. Donc, effectivement, il y a une deuxième phase de la guerre, mais la vraie question, c'est que, au-delà de ce verbatim qui est de l'intransigeance et de cette guerre qui se poursuit par ces bombardements et ce tapis de bombes, quid de la durée de cette guerre et quid de la résolution, effectivement, d'un conflit? Parce qu'à un moment donné ou à un autre, une guerre, elle s'arrête
pas forcément par une reddition, mais par quand même des discussions. Alors il y a cette seconde phase qui est annoncée comme si les buts de guerre de la première phase avaient été atteints. Sarah Daniel, qu'est-ce que vous tirez comme bilan, comme enseignement de cette première semaine de guerre en Iran? Est-ce que ça nous donne des indices sur la stratégie militaire à l'œuvre pour la suite? C'est très dur déjà de savoir exactement quelles cibles ont été touchées, notamment les cibles militaires. Les Américains ont déclaré que le pouvoir militaire iranien avait été affaibli. Maintenant, en se basant sur le fait que du premier jour au troisième jour de la guerre, les missiles tirés par les Iraniens étaient vraiment en décroissance. Maintenant, on a vu que ça peut être aussi une stratégie parce que les Iraniens se sont vraiment... ils ont insisté sur les cibles dans les pays du Golfe, qui ne se sont pas vraiment lancés dans une contre-offensive d'égal à égal, ce qu'ils n'auraient évidemment pas pu faire, puisque on a affaire à une guerre totalement asymétrique. Et donc, et on a vu aussi qu'ils avaient encore en réserve des missiles enterrés. Donc, on ne peut pas vraiment déclarer là que le pouvoir militaire de l'Iran ait été, en tout cas, on n'en sait rien. Après, sur les buts de guerre, on a vu du côté américain quand même une résolution de plus en plus forte à dégager le régime, alors qu'avant, il y avait quand même des précautions oratoires. Alors, est-ce que ça préside en rien à encore un énième revirement de Trump? Ça, on n'en sait rien. Mais voilà, on a un peu l'impression que, fort de son alliance avec les Israéliens qui sont en train donc d'étendre la guerre au sud-Liban, on voit que maintenant, il y a une volonté d'en découvrir et de redessiner totalement cette zone, de défaire complètement l'axe de résistance, qui s'autoproclame l'axe de résistance contre les Israéliens et d'en finir une bonne fois pour toutes avec le pouvoir chiite. Alain Guilmoy, est-ce qu'il y a des stratégies différentes entre celles des États-Unis et celles d'Israël sur le destin de l'Iran? Hier, justement, le porte-parole de l'armée israélienne a précisé quels étaient les objectifs de cette seconde phase. Côté américain, c'est un peu moins clair. On a l'impression que c'est plutôt le côté israélien qu'on pilote véritablement cette guerre. Oui, on comprend bien les buts de guerre d'Israël, puisque Israël veut se débarrasser d'une menace qu'il considère comme existentielle, et ça depuis longtemps. Tandis que les États-Unis, c'est vrai que c'est beaucoup plus flou, parce qu'on a eu des déclarations complètement contradictoires de la part de Donald Trump. Il nous a dit qu'il voulait négocier avec le régime des Mollahs. Puis après, il s'est rendu compte que quand même, il en avait tué un peu trop et que même ceux dont il pensait qu'ils pouvaient prendre la suite et prendre le pouvoir à la place du guide, finalement, ils étaient tous morts. Donc, il a fait ce constat un peu désarmant, on peut dire. Et puis maintenant, donc aujourd'hui, il nous dit que ce qu'il veut, c'est une capitulation totale du régime, donc quelque part un changement de régime. Bref, c'est vrai qu'on est un peu dans le flou en ce qui concerne les buts de guerre des États-Unis. Et alors sur le bilan de la semaine, c'est vrai que il est assez catastrophique, à la fois catastrophique sur le plan géopolitique, parce qu'on voit que les Iraniens se sont lancés un peu dans la stratégie du chaos, en tirant tous azimuts, essayant d'impliquer tous les États de la région dans le conflit. Sur le plan économique, également, il est assez désastreux, puisqu'on voit le pétrole monter et le gaz, et on se demande jusqu'où ça ira. Et c'est vrai que si le détroit d'Ormuz reste bloqué pendant plusieurs semaines, les conséquences économiques vont être très importantes, forcément, et pour tout le monde. Et puis enfin, c'est catastrophique sur le plan du droit international, parce que quand même, il faut rappeler qu'une des victimes de la guerre, c'est encore une fois le droit international, puisque on se souvient de la guerre du Golfe, où au moins les États-Unis avaient quand même essayé d'obtenir une résolution des Nations Unies pour obtenir l'autorisation d'attaquer l'Irak.
Résolution qu'ils n'avaient pas obtenue, mais enfin quand même, ils avaient essayé. Et par contre, là, cette fois-ci, Donald Trump n'a même pas pris la précaution de lancer un débat au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est vraiment catastrophique. Le flou qui persiste sur les intentions des États-Unis et dont le droit international paye le prix, pourrait-on dire. Je voudrais revenir sur cette sortie de Pete Hegseth, Patricia Alimonière, alors que les États-Unis confirmaient avoir torpillé un sous-marin iranien au large du Sri Lanka. Pete Hegseth qui disait qu'il faut en finir avec ces règles d'engagement. Donc là, il pointe directement le droit international et le cadre qu'il prévoit pour la guerre. Donc c'est quoi? Ça veut dire qu'on ne peut même plus compter là-dessus? C'est la fin du droit international? Ah non, effectivement, les États-Unis, Donald Trump, on le voit, de toute façon, depuis qu'il a pris la Maison-Blanche, en quelque sorte, qu'il a été élu, il ne gouverne plus avec le Congrès, il gouverne par décret. C'est-à-dire ce qu'il décide, il a même dit mon jugement, c'est mon jugement qui fait ma politique. C'est-à-dire que je ne me fie plus sur le Congrès, je ne me fie plus sur la loi, c'est ma morale personnelle, a-t-il dit. Donc là, en l'occurrence, j'imagine que sa morale personnelle lui indique qu'il faut continuer. Donc effectivement, c'est grave, parce que sur le plan du droit international, on arrive pratiquement Vladimir Poutine a commencé, si tant est qu'il ait commencé, il y en a bien d'autres avant qui ont commencé, mais bref, a commencé massivement à piétiner le droit international. Donald Trump lui emboîte le pas, et beaucoup plus grave, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, en théorie, il y a eu une loi qui a été passée dans les années 70, qu'on appelle le War Act, et qui est l'acte de guerre. Et en théorie, un président américain doit, dans les 2 jours, consulter le Congrès, en quelque sorte, l'informer de tout acte, de toute offensive. Et puis après, tant qu'il ne prononce pas le mot guerre, parce que c'est très intéressant. S'il ne prononce pas le mot guerre, il dit que c'est des bombardements, c'est un changement de régime. S'il ne prononce pas le mot guerre, et s'il ne parle pas de changement de régime, là, il a 60 jours plus 30 pour ne pas consulter le Congrès. Là, simplement, Donald Trump ne cesse de parler. À 2 reprises, il a parlé de changement de régime. Donc, il se situe totalement hors la loi par rapport à la Constitution américaine. Et ça passe comme une lettre à la poste aux États-Unis, même si on dit qu'effectivement, les Américains, une majorité d'Américains sont contre cette opération militaire, on va presque dire une opération spéciale, bientôt, peut-être dira-t-il, comme Vladimir Poutine, mais parmi sa base et parmi les républicains sont toujours en faveur, le soutiennent toujours à 80%. Donc on arrête de prendre notre désir pour des réalités en disant tous les Américains, effectivement, sont contre cette guerre. Non, sa base le suit. Ce qui ne le suit pas, c'est les démocrates et les indépendants qui ont permis son élection. Mais donc vous voyez que cet homme piétine le droit international, piétine la Constitution américaine, ça passe comme une lettre à la poste. Et nous, l'Europe, nous en parlerons, on observe bien gêné. Oui, et puis son équipe gouvernementale lui emboîte le pas et ça libère aussi la parole décomplexée du côté de son équipe gouvernementale. Truand, que nous disent les dessins de presse? Alors, ils nous disent plein de choses. J'ai reçu énormément de dessins cette semaine. Donc, je vais essayer de vous résumer la semaine à la manière des dessinateurs du réseau Cartooning for Peace, avec 5 dessins. Un premier dessin qui nous vient du Maroc, du dessinateur Derkawi Abdellah, qui résume l'entrée en guerre de manière assez éloquente, avec un porte-avions, dont on imagine que c'est l'USS Lincoln, qui coule. Alors, est-ce que c'est une table de négociation? Est-ce que c'est le droit international dont on parlait à l'instant? En tout cas, la force l'emporte. Un second dessin qui montre la coalition américano-israélienne avant une possible divergence des buts de guerre. Donc là, vous voyez ce robot sous les traits de Donald Trump, avec les petits drones Epstein derrière, parce qu'effectivement, ce qu'il y a aussi derrière, certainement ou peut-être derrière cette offensive, c'est un coucher de rideau sur les affaires Epstein. Un troisième dessin, on revient en France. Puisque dès le début de l'offensive, l'ayatollah a été éliminé. Donc on y voit ici deux proches de l'ayatollah. Les derniers mots de Khamenei, femme, vie, liberté. Il délire, c'est la fin. Voilà un super dessin de Cambon qui permet de souffler un petit peu dans une semaine qui a été compliquée
pour tout le monde, au premier lieu les Iraniens. Un quatrième dessin, avant-dernier dessin, qui nous vient de Jordanie, celui-là, à nouveau, de Samad Hajjaj, qui montre là aussi de manière éloquente et silencieuse l'embrasement depuis quelques jours à toute la région, à tout le Golfe, du conflit ou des conflits avec ces porte-avions qui redessinent le Golfe et exemplairement le détroit d'Ormuz. Et un dernier dessin qui ouvre un petit peu sur quelque chose qu'on n'a pas beaucoup évoqué, mais qui sera, je pense, intéressant à observer dans quelques mois, avec un dessin qui a été publié dans Le Vif en Belgique par le dessinateur Vado, et qui montre deux équipes qui vont se rencontrer, puisque l'Iran est qualifié pour la Coupe du Monde, donc l'équipe allemande ici, mais potentiellement elle va rencontrer également l'équipe américaine et l'équipe iranienne. Êtes-vous prêts les coéquipiers? Pas sûr, répondent les Iraniens. Donc, il sera intéressant de voir comment tout ça est traité de manière sportivo-diplomatique. Effectivement, c'est vrai que c'est un angle qu'on a peu abordé ici. Israël qui intensifie donc ses frappes sur Téhéran, en Iran, mais aussi sur le Liban. Bilan au pays du Cèdre, au moins 217 morts depuis lundi, selon le ministère de la Santé, et près de 800 blessés. Les habitants de la banlieue sud de Beyrouth et du sud du pays ont répondu à des ordres d'évacuation massifs de l'armée israélienne qui a lancé une offensive terrestre dans le sud. Quels sont les objectifs israéliens pour le Liban? Le ministre des Finances du pays parle déjà d'un destin similaire à celui de Gaza. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes maintenant à la frontière nord, après que Tsahal a donné l'ordre à tous les habitants de Dahieh d'évacuer. Vous vouliez nous faire vivre l'enfer, vous avez déclenché l'enfer sur vous-même. Dahieh ressemblera à Khan Younes. Comment comprendre les mots de Bezalel Smotrich? Est-ce le même sort que celui de Gaza qui attend le sud du Liban? Alors moi, je suis toujours un peu effrayé quand j'entends comme ça des responsables politiques promettre l'enfer à leurs adversaires. Enfin, c'était l'expression des Iraniens, des gardiens de la révolution iranienne, maintenant celle de Smotrich. Oui, bien sûr, on voit que le Liban est entraîné dans cette guerre par une mécanique infernale. Et est-ce que le sud du Liban va ressembler à Gaza? Comparaison n'est pas raison, mais enfin, c'est vrai que d'ores et déjà, la situation pour les Libanais est très compliquée. On a beaucoup de Libanais qui ont dû quitter la ville de Beyrouth, et les bombes tombent. Et puis maintenant, la question, c'est celle de savoir s'il y aura une offensive terrestre, c'est-à-dire et une offensive terrestre qui pourrait alors être durable, combien de temps, etc. C'est tout ça, toutes les questions qui se posent pour les Israël semaines à venir. qui a déjà lancé une offensive terrestre. Il y a une position de la FINUL qui a été ciblée. Patricia Alémonière, en tout cas dans le vocabulaire, le ministre israélien de la Défense, donc Israël Katz, confirme que son pays mettait en œuvre un changement stratégique à long terme pour le Liban. Il déclare que l'armée israélienne restera toujours à Gaza et au Liban. C'est un peu une façon de les inclure dans une même stratégie. Et il utilise le même terme pour Gaza et le Liban, le sud du Liban. Il parle de la mise en place de zones de sécurité. Donc c'est le même vocabulaire qui est employé. Est-ce qu'on peut imaginer que ce sont aussi les mêmes objectifs? Alors il y a deux choses effectivement dans ce que vous dites. Il y a la première chose qui est Israël qui a envie, derrière Benjamin Netanyahou, je ne dis pas tout Israël, parce qu'il faut quand même préciser le gouvernement israélien, qui a envie de remodeler le Proche-Orient à sa botte, en quelque sorte, c'est-à-dire de faire en sorte que tous les États soient compatibles. Bon, ça c'est une chose. Et donc, parmi les compatibilités, il y a le Liban. Parce qu'effectivement, avec le Hezbollah, c'est une vieille histoire qui dure depuis longtemps. Et les incursions israéliennes terrestres ne date pas d'aujourd'hui. Je vous rappelle les incursions, la guerre du Liban qui a commencé, une guerre contre l'OLP, etc., qui a commencé quand même en 1978. Enfin, c'était terrible. Et puis l'invasion israélienne. Israël a occupé une partie du Liban jusqu'au fleuve Litanie, avec des villes où nous sommes allés peut-être, en tout cas moi et Sarah, mais peut-être pas vous, je ne sais pas, Marjayoun, des tas de villes qui étaient sous contrôle israélien, où il y avait une prison d'ailleurs, où ils détenaient tous les considérés comme terroristes, et ils occupaient toute cette partie du Liban. Plus, il y avait eu l'incursion effectivement à Beyrouth. Et puis après,
après 2000, donc il y a eu c'était rendu aux Libanais, mais l'affaire ne s'est pas réglée là. Il y a eu 2006, la fameuse guerre de 2006. Et là, on a parlé pour la première fois d'herbicide. Parce que qu'est-ce qu'on a parlé pour Gaza? On a parlé d'herbicide, c'est-à-dire la destruction d'une cité. Et là, c'est le chef d'état-major de l'époque, le général Eisenkot, qui a dit, en parlant de la banlieue sud de Beyrouth, on va l'éradiquer, on va faire un tapis de bombes. Et la banlieue sud de Beyrouth, quel nom elle a? Elle a le nom de Daïa. Donc ça a donné toute une série après de concepts géopolitiques sur les destructions de villes, et on en a rappelé pour Gaza. Donc c'est une vieille histoire. Ce besoin de contrôler le Liban et d'en finir avec d'abord les Palestiniens et après avec le Hezbollah, jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Alors ça n'a pas marché, vous me direz, parce qu'il y avait l'Iran, et j'en finirai par là. Donc l'Iran, si l'Iran s'écroule, eh ben, ça pourra marcher. Mais au-delà de ça, il y a un nationalisme dans le Hezbollah qui, lui, les chiites qui se retrouvent, c'est communautaire le Liban, donc les chiites qui se retrouvent une partie derrière le Hezbollah, vont-ils se dissocier du Hezbollah? Vont-ils en avoir tellement marre de ces guerres et de ces attaques et de ces ripostes, etc. Vont-ils ne plus donner leur soutien au Hezbollah? Et ça, je crois que c'est une autre partie de la stratégie israélienne. Il n'y a pas qu'éradiquer les caches d'armes et les têtes, il y a aussi arracher le soutien populaire qui existe encore au Hezbollah, au milieu de la population chiite qui représente 30-35% de la population. Les chiffres, il y a longtemps qu'on n'a pas eu de sondage. Donc vous voyez, la stratégie israélienne est très forte et est à plusieurs niveaux. En tout cas, cette population dont vous parlez a été appelée à évacuer massivement, oui. Ce qui ne serait pas de nature, en tout cas, à gagner à leur cause. Pour les Israéliens, cette population, son objectif, donc l'objectif israélien, ça vise à établir donc une zone de sécurité. Donc, Patricia Alimonière disait que vous l'aviez couverte, cette zone, comme journaliste, cette zone de sécurité qui irait jusqu'au fleuve Litanie. Ça représente près de 8% du territoire libanais. Les Israéliens, même si jusqu'à maintenant cette stratégie n'a pas marché, là ils se disent c'est le moment d'y aller et c'est le moment de mener à bien cet objectif, puisqu'il a un président américain qui n'a jamais été autant en soutien à Israël et voilà, c'est le contexte géopolitique qui lui donne les mains libres pour faire tout ce qu'il veut dans la région. Oui, d'autant que moi, j'étais là au moment de l'histoire des beepers à Beyrouth et je faisais justement un travail sur le Hezbollah et c'était très intéressant de voir que quand même, en tout cas avant l'histoire des beepers et le commencement des bombardements, il y avait une grande partie de la population chiite qui était en train de se dissocier du Hezbollah et que... on voyait très bien, et en particulier dans le sud du pays, qu'ils étaient pris entre deux feux, le feu israélien, mais aussi le feu du Hezbollah et le fait un peu que ce parti s'impose violemment sur eux, et ils en avaient assez, en fait, ils n'en pouvaient plus. Donc, et je pense que le Liban, là, alors évidemment, maintenant, il y a ces bombardements qui vont faire un petit peu... où les Libanais vont faire tout d'un coup masse contre ces gens qui les bombardent. Mais malgré tout, on sent que c'est peut-être aussi l'occasion pour le gouvernement libanais. Et là, on attend de voir s'ils vont finir par confisquer ces armes du Hezbollah qui l'ont jamais fait, malgré les accords de Taïf et malgré l'obligation de le faire, ils l'ont toujours repoussé. Et donc, voilà, il y a ce contexte-là aussi. Après, oui, la guerre s'est étendue au Liban, mais c'est un peu les dominos mécaniques de la région, puisque dès qu'il y a eu les bombardements sur l'Iran, le Hezbollah a réagi. Mais on voit vraiment, et on le voit, quand on connaît bien la région, Patricia, elle le confirmera, si elle est allée récemment, on voit quand même que le Hezbollah n'est plus cette menace. Avant, quand on allait interviewer des gens du Hezbollah, on sentait leur force. Et là, on sent la déprime. Je veux dire, ils ont été touchés jusque dans leur leader suprême, Nasrallah. On voit un peu c'est la fin un peu de cette
par domino, je veux dire, depuis la Syrie jusque le Liban, la Syrie, maintenant l'Iran. C'est la fin de cet axe qui mais il existe toujours, force. Sinon Israël... Oui, il existe, bien sûr, il existe toujours, la preuve. Si on est en train de... Mais ils sont quand même de plus en plus affaiblis et ils n'en sortiront plus avec la force. On a un peu l'impression d'assister à la fin de cette force-là, d'autant plus que maintenant, vous avez, c'est la contrepartie des accords d'Abraham, vous avez aussi de l'autre côté des gens qui veulent en finir avec eux, c'est-à-dire l'Arabie saoudite. Et on a vu le rôle de l'Arabie saoudite dans le déclenchement de la guerre qu'on voit maintenant. Donc on assiste un peu à la fin d'un monde. Oui, mais pour l'instant, le Hezbollah est toujours là. C'est aussi un parti politique. Donc, c'est pas sûr que, justement, le gouvernement libanais puisse réussir à le désarmer. Et en tout cas, même si la guerre en Iran prenait fin, on peut se dire qu'Israël poursuivra au Liban, quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que l'objectif soit rempli, à savoir désarmer le Hezbollah et l'éliminer complètement. Oui, c'est la question de l'occupation du Sud-Liban, dont parlait Patricia, mais c'est vrai que même si je ne suis pas aussi familier de la région que mes camarades, on entend beaucoup ces jours-ci des chiites qui sont interrogés sur les radios, sur les télés, et dire oui, effectivement, que le Hezbollah, de leur point de vue, a fait une erreur en se lançant dans cette guerre par les premiers bombardements qu'ils ont lancés sur Israël après l'attaque sur l'Iran. Et donc, évidemment, ce qu'on entend, c'est on a le sentiment qu'il y a un début de dissociation qui commence à se manifester. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui prendra la place du Hezbollah ? C'est-à-dire et la question, et toute la question, c'est de savoir si l'État libanais est capable de prendre l'ascendant et quelque part, de constituer une armée qui soit une armée nationale. Et donc, de se débarrasser de la force militaire, puisque c'est ce qui était prévu, souhaité, demandé depuis des mois, depuis le dernier conflit, entre les derniers bombardements israéliens. Normalement, c'est ce qui était prévu, mais qui ne se mettait pas en œuvre. Alors là, cette fois-ci, c'est la partie qui va se jouer dans les prochaines semaines. Et au prix de vie civile, on a un nouveau bilan, 217 morts au moins et près de 800 blessés au Liban selon le ministère de la Santé. Et surtout ce chiffre, 300 000 personnes qui ont déjà été déplacées. Donc ça, c'est selon le Conseil norvégien pour les réfugiés. Nos envoyés spéciaux nous disaient que les centres d'accueil de la capitale libanaise étaient totalement saturés. Et les ONG parlent même d'1 million de déplacés à terme. Et ça, c'est sans justification militaire. Il y a plusieurs ONG qui pointent justement une violation du droit international avec ces déplacements massifs de population. Il y a le Premier ministre libanais qui parle d'un désastre humanitaire qui se profile. Ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte dans cette guerre. Il faut dire que cette guerre, parce que c'est bien le mot, se passe sur une situation déjà qui était très mauvaise au Liban. C'est-à-dire que le pays était exsangue. Le Liban n'arrête pas de subir des à-coups et des à-coups à répétition. Il y a eu la guerre, avant il y avait eu le port de Beyrouth, il y avait eu l'affaire des bip. Ça n'arrête jamais. Et on croit à un moment donné, là on croyait avant la montée en tension, on croyait qu'avec le nouveau président, Aoun, il allait essayer de faire quelque chose. Là, il avait même déclaré là récemment, effectivement, qu'il allait procéder à des arrestations de dirigeants, qu'on allait essayer de faire quelque chose, des dirigeants du Hezbollah, j'entends, de la branche armée. Et là, patatrac, c'est reparti. Sur un pays où il y a une inflation, on n'en parle même plus, où il y a encore de très nombreux réfugiés qui sont venus de Syrie, parce qu'on les oublie, ces réfugiés syriens. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont rentrés, parce que rentrer en Syrie, il faut quand même beaucoup de courage aussi, parce que le pays est exsangue aussi. Donc ce pays vit finalement beaucoup espère en l'aide humanitaire. Enfin, appelle à l'aide humanitaire. Et on voit bien la France qui envoie 3 misérables camions. C'est mieux que rien. Enfin bon, c'est pas ça qui va relever le pays. Et donc le pays, si vous voulez, ce qui compte aujourd'hui, on sait que ce pays va être à plat, là, à nouveau à plat. On va bien voir si les infrastructures comme en 2006, style raffinerie, enfin pas raffinerie, mais centrales électriques, etc., sont mises à terre par les bombardements. On va bien voir. Mais
ce qui compte, c'est l'après maintenant. C'est-à-dire qu'il faut déjà penser à comment reconstruire ce pays. Est-ce qu'il va tenir autour du général Aoun, enfin du président? Est-ce que la communauté chiite, qui va se retrouver probablement, comme vous avez très justement dit, Sarah, orpheline peut-être de cette... Parce que le Hezbollah, c'était les écoles, les hôpitaux, c'était des tas de soutien aussi matériel. Donc, qui va se retrouver orpheline de toute une structure? Est-ce qu'on va réussir à la réintégrer dans la globalité? Est-ce que l'État pourra un jour naître au Liban? Et donc c'est ça aussi où je pense que c'est ça ce que le président Macron a en tête quand il dit qu'il veut essayer de penser au futur, hormis les trois paquebots, les 3 bateaux qui arrivent à la rame. On en parlera dans une troisième partie de ce débat, mais simplement pour terminer sur le Liban, sur cette position de la finule qui a été ciblée. On ne connaît pas encore l'origine de l'attaque, mais on sait qu'il y a des casques bleus ghanéens qui ont été blessés. Alain Guillemol, est-ce que ça pourrait changer la nature du conflit que des positions de l'ONU soient ciblées dans le sud du Liban? Écoutez, je crois que ce n'est pas la première fois, malheureusement, que des positions de la finule sont touchées, et ça n'a jamais eu aucun effet. Ça n'a jamais empêché Israël de faire des incursions terrestres au Liban quand Israël l'a décidé. Je crois que les casques bleus de la finule font un travail très noble, mais malheureusement, je crois que ça ne va rien changer. Très bien. Que nous disent les dessins de presse sur l'engrenage de la guerre qui a rattrapé le Liban? Alors j'ai cette fois-ci trois dessins qui viennent de Syrie et un d'un peu plus près d'Italie. Un premier dessin qui nous vient donc de Syrie, de Fad Bahadi, qui utilise une image assez peu utilisée pour parler du désastre humanitaire en cours. Alors peut-être est-ce lié à la notion de frappe chirurgicale qui n'a pas grand-chose de chirurgical au sud Liban. Donc on voit cette seringue et les bombes israéliennes qui se rapprochent et les civils libanais qui s'enfuient. Voilà, entre 300 000 et 1 million, je crois. Partagions-nous. Un second dessin du même dessinateur qui a été très prolixe sur le Liban, donc il vient toujours de Syrie. Un dessin très contemplatif. On parlait d'un pays exsangue, d'un pays qui ne voit pas la lumière depuis des années. Voilà, je pense que ce dessin qui a réinterprété le cèdre et le drapeau libanais, survolé par un F-35, j'imagine, se passe de commentaires, malheureusement. Un troisième dessin qui reprend un petit peu l'idée du premier dessin syrien, qui nous vient cette fois-ci d'Italie, de la dessinatrice Nardi, là aussi qui se passe de commentaires, où l'on voit les civils libanais, sud-libanais, partir à rebours des bombardements qui les touchent depuis quelques jours. Et on va finir avec une réflexion à nouveau du dessinateur syrien Fad Bahadi, sur alors est-ce que c'est un Netanyahou qui passe de guerre en guerre, d'alibi en alibi pour échapper entre autres à ses déboires judiciaires. En tout cas, voilà, c'est encore une fois sur le dos des Libanaises que les bombes tombent. Oui, parce qu'effectivement, il y a des élections en Israël à l'automne prochain et on n'en a pas parlé, mais on peut imaginer que ça rentre aussi en compte dans la communication de guerre, en tout cas en Israël. Et face à ce conflit dans tout le Moyen-Orient, la France est-elle sur une ligne de crête? Emmanuel Macron a annoncé mardi soir le déploiement de renforts militaires dans le Golfe, en Méditerranée orientale et au Liban. Un porte-hélicoptère amphibie va aussi être déployé en Méditerranée pour compléter le dispositif militaire dépêché par Paris. Une posture strictement défensive à ce stade, selon le président de la République. On l'écoute. La guerre s'étend au Liban, à partir duquel le Hezbollah a commis la faute majeure de frapper Israël et de mettre les Libanais en danger. Israël serait en train de décider une opération terrestre. Ce serait là aussi une escalade dangereuse et une erreur stratégique. Le Hezbollah doit impérativement cesser toute frappe. Et j'appelle Israël à respecter le territoire libanais et son intégrité.
Voilà, Emmanuel Macron qui avait demandé à Benyamin Netanyahou donc, de s'abstenir d'une offensive terrestre au Liban. Résultat, Benyamin Netanyahou a lancé l'offensive terrestre le lendemain. Qu'est-ce que ça nous dit, Sarah Daniel, du poids de la France dans cette région ? Je pense que c'est assez parlant et on voit qu'on a été complètement laissé pour compte de toutes ces interventions, de tout le poids qu'a eu la France longtemps au Moyen-Orient et dans cette région jusqu'à, on va dire, il y a eu Chirac et puis ensuite Villepin, c'est totalement révolu. Et on voit que Emmanuel Macron essaye de tenir une ligne de crête où il serait à la fois contre le régime iranien et en même temps il serait aussi pour soutenir un peu Israël. Mais en fait, ça ne marche pas. C'est pas du tout ce qui... Enfin voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses probantes. Il est complètement mis de côté, d'autant plus que la situation n'a rien à voir avec celle de nos heures de gloire, du discours de Villepin à l'ONU au moment de l'Irak, parce que là, il faut quand même voir qu'il y a tout un peuple qui s'est soulevé contre le régime. Donc il n'y a pas eu vraiment de soutien aux Iraniens, et en même temps, il embraye en envoyant un porte-avions, et en faisant ce que Barrot finalement a appelé une entrée en guerre aux côtés des Américains. Donc c'est une situation ultra paradoxale où il dit une chose, il en fait une autre, et on voit qu'il est quand même soumis aux Américains et que là, la position atlantiste de la France est complètement balayée. Justement, la France qui ne participe pas au combat, mais qui se retrouve impliquée de fait, qui veut montrer qu'elle est prête à répliquer, elle envoie effectivement ce porte-hélicoptère amphibie, elle fournit une aide logistique aussi à l'armée libanaise. Pourtant, le chef de l'État répète à l'envi que nous ne sommes pas en guerre. Il l'a fait encore tout à l'heure sur Instagram en répondant aux inquiétudes d'une internaute. Comment on peut analyser cette position française avec tout ça ? On a l'impression qu'on est dans le nini à ce stade. Oui, c'est-à-dire on peut quand même comprendre qu'il y a un certain nombre d'intérêts et de priorités pour la France dans la région. C'est-à-dire, le chef de l'État l'a expliqué, il veut la protection des intérêts français, le rapatriement, enfin la protection et le rapatriement des personnes qui se trouvent coincées dans la région. Mais surtout, je crois... ce que je retiens surtout de l'allocution du président l'autre jour, c'est quand il a parlé d'une coalition pour rétablir la libre circulation dans le détroit d'Ormuz. Je crois que c'est ça la priorité, parce que c'est ça l'intérêt européen en premier lieu, c'est-à-dire assurer la liberté de navigation dans le détroit, le passage du pétrole et du gaz dont nous avons dramatiquement besoin, surtout depuis qu'on ne se fournit plus auprès de la Russie. Donc voilà, ça s'entend. Ensuite, c'est vrai qu'il est sur une posture qui est un peu compliquée, parce que dans son allocution, il a à la fois dit qu'il considérait que l'opération américaine contre l'Iran était illégale. Il a employé le mot, une opération illégale, et puis en même temps, il a dit on ne pleure pas les bourreaux, enfin l'histoire ne pleure pas les bourreaux, désignant comme bourreau le régime iranien. Donc c'est vrai que c'est une posture un peu du en même temps. Voilà, comme il sait le faire. Est-ce tenable comme posture, justement, d'être sur cette ligne de crête ? Je veux dire, nous, on est en dehors du jeu pour l'instant. Il faut le dire carrément. On n'est pas dans la partie et on n'a pas les moyens d'être dans la partie. Et en plus, on se met dans le en même temps, c'est-à-dire ni oui ni non. Donc franchement, pour des interlocuteurs qui sont face à nous, qui sont des déterminés, qui veulent y aller, et des autres qui veulent résister jusqu'au bout, nous on dit peut-être bien, peut-être que oui. Enfin, on a une position très particulière et très ambiguë, j'ai envie de dire, enfin, qui n'est pas très claire. Et même d'ailleurs, nos concitoyens sont très inquiets, ils se demandent tous, alors est-ce qu'on rentre en guerre ? Est-ce que c'est pour demain ? Enfin, même les Français ne comprennent pas très bien. Or, ceci dit, la posture qu'on a adoptée en envoyant notre porte-avions Charles de Gaulle, plus une frégate, plus etc., est une posture purement politique. D'abord par rapport à l'Europe et par rapport aux Français, en leur disant, voyez, on est quand même encore une grande nation. On compte dans le concert des nations parce qu'on a un Charles de Gaulle avec le nucléaire, etc., ce qui fait suite au discours sur le nucléaire, etc. Donc c'est une posture politique vis-à-vis de nos partenaires européens. Et puis c'est une posture politique aussi, vis-à-vis du Liban. Parce s'il y a une chose encore qui nous reste au Proche-Orient, mais une toute petite chose qui nous reste, c'est bien encore
une certaine influence au Liban, et on l'a vu dans les élections qui se sont déroulées au Liban, etc. Donc on a encore dans cette petite partie du monde, dans ce Liban à terre, massacré, bombardé, etc., encore une petite parole qui compte. Et donc le président, effectivement, par cet envoi, par ces déclarations, eh bien, indique aux Libanais que oui, demain, je suis là, je vais vous aider, on va essayer de négocier un futur à déterminer. Le président français qui a lancé une médiation entre le Liban et Israël à la demande de Joseph Aoun, justement. Donc il a cette parole, parce qu'il parle encore, on parle. On a même parlé au Hezbollah, branche politique. On parle aux Iraniens, parce qu'on a encore des otages, il ne faut pas les oublier, qui sont à l'ambassade. On parle, mais on parle pourquoi? Enfin, le tout, c'est le problème. Est-ce que la parole se traduit après en actes concrets, en résolution de conflits? Cette médiation aussi, il faut la voir comme une posture aussi uniquement politique? C'est du verbatim aussi. Enfin, c'est du verbe. Je crois qu'il y a un authentique attachement aussi des Français et du président français au Liban, au sort du Liban. On voit bien que c'est sa priorité dans le contexte où, sur ce qui se passe en Iran. C'est vrai que la France est complètement impuissante et spectatrice. Enfin, voilà. Elle présente un arsenal défensif. À partir de quand une posture défensive peut être considérée comme une entrée réelle dans un conflit? Les choses sont assez simples. C'est-à-dire, si on abat des drones qui visent une base française, peut-être dans la région, ou même un de nos pays avec lesquels un des pays avec lesquels on a des accords de défense. Ça a déjà été le cas aux Ce qui a déjà été le cas, d'ailleurs. Le chef de l'État l'a révélé. Il est un peu surpris, d'ailleurs, là-dessus, puisqu'on l'ignorait et il l'a révélé dans cette allocution. C'est un acte de défense. Mais il n'y en a pas eu de réel acte de défense. Donc, si en s'engageant un peu plus loin, on dit, puisque une base française a été touchée, on va aller frapper sur le territoire iranien le lanceur de missiles qui a visé nos bases. Mais là, on rentre dans la guerre. Donc, pour être clair, les choses sont assez simples. On n'est pas dans la guerre. Mais la France n'est pas en guerre. Pas. Non, il faut être clair. Nous, on n'y est pas, mais les Iraniens ont été très clairs là-dessus. Tout acte de défense est considéré comme un acte hostile. Donc là-dessus, aux yeux des Iraniens, on est co-belligérants. Oui, mais les Iraniens ont entrepris de frapper tous azimuts, y compris l'Azerbaïdjan. Mais c'est pour ça qu'ils nous considèrent comme co-belligérants. Et Chypre, etc. Donc on voit bien que les Iraniens sont lancés dans une espèce de stratégie du chaos. En tout cas, la France ne souhaite pas se présenter dans cette posture à ce stade. En tout cas, Truand, que nous disent les dessins de presse sur cette position française? Pour finir, j'ai 4 dessins français, francophones pour être précis, qui essaient de couvrir toute la partie française de cette guerre. Un premier dessin qui nous vient de CAC. On parlait de posture politique, et qui dit posture politique dit lunettes de soleil. On y voit le président Macron à droite qui dit faut shoot, pardon. Je vais y arriver. Qu'on peut traduire par à abattre, donnant donc les instructions à son amiral de viser de manière défensive, j'imagine, les avions iraniens. Un second dessin qui nous vient de Belgique cette fois-ci, puisqu'on n'en a pas parlé, mais la mini-crise des influenceurs en début de guerre a énormément inspiré les dessinateurs français et belges, puisque la même chose s'est passée en Belgique. Donc un dessin qui nous vient de Vado. On y voit 2 influenceurs belges. Le premier qui dit « Allô Maxime Prévost », qui est le ministre des Affaires étrangères belge. J'exige un siège business côté fenêtre, sinon je fais un scandale. Et son influenceuse d'épouse ou d'amis et un menu vegan, s'il vous plaît. Voilà, donc les dessinateurs s'en sont donnés à cœur joie pour représenter les influenceurs et représenter la crise humanitaire qui s'étend dans le Golfe. Un avant-dernier dessin qui vient à nouveau de Belgique, du dessinateur Kroll. On n'a pas peu parler d'économie, c'est un dessin qui rappelle que si là-bas ça tombe, dit le premier personnage, à la pompe à essence, ça monte ou ça va monter assez rapidement. Et les Français d'ailleurs vont faire leur plein en Belgique. Donc c'est la double peine pour nos amis belges. Et un dernier dessin, alors la France aussi c'est la satire mordante et l'ironie. Un dernier dessin de l'Acerpe qui rappelle que effectivement on n'a pas aidé, comme vous le disiez il y a quelques instants, on n'a pas aidé ou peu aidé les Iraniens au moment de leur soulèvement en janvier, et
On voit ce pauvre Iranien qui est au bout d'une corde. Visez la corde maintenant, s'il vous plaît. Parce qu'effectivement, leur sort ne s'est pas amélioré depuis le début de cette guerre. Truand pour les dessins de presse, merci à tous les quatre. C'est la fin de cette semaine dans le monde. Restez avec nous, on revient dans moins de 3 minutes pour un nouveau journal.